Seconde. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre pause café pour cette semaine. Nos webinaires de SAP Business One. Ce matin, j'ai Frédéric Marchand qui est consultant chez nous, qui va nous faire le tour des requêtes et sous-requêtes en profondeur. Donc, merci d'être avec nous, Fred. Ça nous fait bien plaisir de t'avoir. Je vais juste te faire partager l'écran. OK, donc, stop share. OK, tu peux partager ton écran. Et voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon, Tracy? C'est très bon, merci, Fred. Oui, OK, good. OK, bonjour tout le monde. Alors, c'est ça, ce matin, on va regarder un petit peu au niveau des requêtes. Peut-être aussi, c'était requêtes en profondeur, puis sous-requêtes. On va regarder un peu les sous-requêtes à la fin. Ce que j'ai imaginé aussi pour ce webinaire, finalement, c'est essayer de repartir rapidement à la base, peut-être pour tout le monde n'est peut-être pas non plus familier avec la création des requêtes. Puis ensuite, une fois qu'on va avoir fait ça, ben là, donner quelques exemples, peut-être des fois des situations ou des erreurs qu'on peut faire au début quand on fait aussi des requêtes au début ou même plus tard finalement. C'est ça. Puis, une fois que ça va être fait, c'est ça. Un peu aussi montrer, parce que là, il y a peut-être, parmi vous, il y a peut-être des gens qui utilisent SQL, il y a, probablement, puis il y a probablement aussi des personnes qui utilisent ANA. Alors, un petit peu expliquer, il y a quand même des façons qu'on puisse avoir des requêtes, pas à 100%, mais en grande partie qui fonctionneraient aussi bien en SQL puis en ANA. Parfait, ça. Je vais expliquer peut-être quelques petites différences quand même à la fin, donner un exemple du genre de différences qu'on peut rencontrer. Donc, c'est un peu ça. Puis à la fin, une période de questions pour voir s'il y a des points à discuter. Ça a bien de sens. Good, on va partir ça. Donc ici, là, je vais switcher vers l'interface SAP. Et on va commencer finalement. Le point de départ, c'est vraiment la création de la requête. Donc, pour ça, ici, je me suis mis en interface en français vu que c'était le webinaire en français. Ici, on est dans l'outil, le générateur de requêtes. Donc, probablement que si vous assistez au webinaire ce matin, ça vous dit quelque chose. Si ce n'est pas le cas, en fait, c'est simplement à partir de cette interface qu'on va pouvoir créer des requêtes. Donc, la première chose à faire souvent, c'est d'identifier où on va trouver l'information. Alors, même chose, au niveau de SAP, l'outil est vraiment bien pensé. C'est que c'est quand même assez facile de trouver l'information. Donc là, si par exemple, je veux faire une requête sur les fiches partenaires, ben, je peux simplement ouvrir mon écran et activer ici, à partir du menu affichage, je vais pouvoir activer les informations système. Puis ça, ce que ça va faire dans un sens, ça va me permettre en positionnant, je ne sais pas si on le voit bien, en bas à gauche, sur la dernière ligne à la fin, ça va nous permettre d'identifier où, ben, en fait, le champ sur lequel je pointe ma souris, dans quelle table elle est, puis quel est le nom du champ. Donc là, on peut voir sur la deuxième ligne, à la fin, on peut voir que c'est la table OCRD et en fait que c'est le champ card code. Donc, si je me déplace sur le champ qui est en dessous, on peut voir la même chose, OCRD, card name. Donc, la même chose, on peut voir tous les différents champs. Donc, souvent, une des bonnes choses à faire quand on crée une requête, en tout cas, c'est peut-être mon expérience, mais Excel peut être un bon outil pour commencer à imaginer sa requête. Donc, souvent, ce qui peut être bon, c'est d'ouvrir un Excel, puis d'essayer de construire la requête à partir d'un fichier Excel, exemple.
Et ensuite, une fois qu'on a ça, ben là, on peut aller chercher nos différents champs dont on va avoir besoin, puis on va pouvoir les mettre, les faire correspondre dans notre fichier Excel. Donc, mettons ici, si je veux faire une requête assez simple qui serait une liste de clients avec le code puis le nom, ben là, je sais maintenant que ma table est au CRD, je connais mes deux champs que je veux ajouter. Donc, je peux simplement venir ici, mettre au CRD, puis là, je vais pouvoir retrouver les champs qui sont ici. Donc, je vais pouvoir retrouver le card code, le card name, et je vais pouvoir faire exécuter. Dans ce cas-là, en fait, ça va me donner une liste de tous les partenaires. Peut-être vous le savez déjà, mais c'est ça, dans la table des partenaires, on a autant les clients, les leads et les fournisseurs. Donc, chose assez simple ensuite. Ici, on voit que dans la partie Select, on va venir sélectionner les champs que l'on veut voir apparaître dans la requête. Généralement, dans la section qui est ici, en fait, qui est l'équivalent du from de la requête, ça va être les tables. Généralement, on n'a pas trop besoin de se préoccuper de cette section-là parce que le système SAP va faire lui-même ce qu'on appelle des jointures. Ça peut quand même arriver à l'occasion qu'on ait besoin de le faire, mais en général, l'outil va quand même être capable de bien gérer ça. Ensuite, ici, on a la section du where, donc c'est où on va pouvoir indiquer des conditions. Comme dans ce cas-là, moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir juste des clients. Donc, je pourrais simplement ajouter le card type qui va correspondre au champ du type, puis lui dire que je veux que ce soit égal à C. Dans ce cas-là, si je fais exécuter, ben là, je vais vraiment voir ma liste seulement de clients avec le nom. Ensuite, les deux carrés qui sont en bas, en fait, vont nous permettre de faire des tris ou des regroupements. Donc, si, mettons, je voudrais trier par le nom du client, je pourrais simplement sélectionner cette section-là, faire card name et faire exécuter. Et là, je vais avoir un tri par le nom du partenaire. Finalement, le regrouper par, ça, on va le voir dans d'autres exemples plus tard. C'est la partie qui va nous permettre, exemple, de faire des sommes au niveau d'une requête. Donc, faire le total des commandes par client ou le total des factures et ainsi de suite. Donc, si je reviens dans mon agenda, c'est un petit peu la première partie qu'on a regardée au niveau des select, des from puis des where. Ensuite, on a les sort by puis les group by. Donc, ça, c'est la structure d'une requête. C'est pas mal ça, en fait. Ça définit ce qu'est SQL. Ensuite, le point numéro 2, c'est ça, souvent, c'est juste comme une expérience également. Là. Souvent, on veut peut-être des fois choisir de créer des requêtes qui sont peut-être un peu trop compliquées, mais c'est vraiment le temps qui va faire à mesure qu'on va être capable de créer des requêtes de plus en plus complexes. Donc, c'est un petit peu ça le but de ce point-là. Oui, ensuite, il y a une bonne source d'information. C'est la partie qui est ici. Donc, si on revient à l'autre écran, en fait, quand on recherche de l'information au niveau d'une table, ça, c'est quelque chose que beaucoup de consultants vont utiliser. Donc, c'est un site sur lequel on va retrouver vraiment la définition de chacune des tables. Donc, quand on est à la recherche de ça, on fait juste faire une recherche Google, puis on met SAP Business One, table, puis le nom de la table, puis en général, un des premiers liens qu'on va trouver, c'est ce site. Puis ça, ce que ça permet, c'est vraiment de trouver une définition plus complète, parce que quand on va dans SAP, oui, on voit le nom des champs puis la description, mais on ne voit pas forcément le détail au niveau des titres. Puis surtout, également, on peut trouver ici quelles sont les tables qui sont en référence. Donc, mettons comme ici, si je suis intéressé de voir le nom du groupe client, ben, ça va être intéressant de voir que
OK, la table que je dois aller chercher, c'est OCRG. Si c'est les termes de paiement, mettons, je veux voir la description du terme de paiement, je vais pouvoir aller chercher OCTG. Donc, c'est quand même... Intéressant, ça, Fred, franchement. oui, puis souvent aussi, ce qu'on peut trouver dans cette source d'information, c'est des commentaires sur le champ. Donc, comme ici, si on ne sait pas c'est quoi, tout à l'heure, j'ai fait un cas de taille, puis là, j'ai indiqué C. Peut-être qu'on ne le sait pas forcément par défaut, mais ici, on va être capable de voir, OK, quand c'est un client, mais ça va être C. Si c'est un lead, ça va être L. Puis si c'est un fournisseur, ça va être S. Donc, c'est quand même une bonne source d'information. Ici aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des recherches par module. Alors, mettons, si on cherche quelque chose au niveau des documents marketing, on peut simplement choisir un module. Puis là, à ce moment-là, on va se retrouver avec une liste. Oh, il y a pas mal de pubs sur ce site. On va se retrouver avec une liste de toutes les tables. Donc, ça peut être intéressant. Ça permet aussi de voir quand même que dans SAP, il y a beaucoup de tables, en fait. Juste sur les documents marketing, on voit que c'est 866 tables. Mais ce qui est quand même bon, c'est que finalement, on se rend compte avec le temps qu'on n'a pas besoin d'en connaître tant que ça, parce que souvent, les requêtes vont quand même pointer vers le même genre de table, les tables de commande, les tables de facture de crédit ou des tables au niveau des comptes à payer. Mais ça permet de constater quand même qu'il y a bon nombre de tables dans SAP. Donc là, si je reviens à l'agenda de la rencontre, ça, c'était un petit peu dans un sens pour faire un récap de ce qu'est l'outil, un récapitulatif assez rapide de ce qu'est l'engin de requête dans SAP. Donc là, on va passer au... Une question, je vais juste voir. Fait que là, ce que Oui, tu viens de nous montrer, là, c'est saptables.net, c'est ça? oui, exactement. Puis ils peuvent tout trouver là, sur ce lien-là. OK. Oui, mettons si je fais un exemple ici, puis je tape SAP One Table OINV, mettons, qui est la table des factures. Quand je vais cliquer ici, on va souvent trouver, c'est Ça souvent va le dire, premier lien. Si ce n'est pas le premier, ça n'en est pas loin. Puis là, ensuite, on fait juste sélectionner. Puis ici, ce qui peut arriver, c'est qu'on ne tombe pas forcément sur... il n'y a pas encore de définition au niveau de la version 10, mais honnêtement, c'est... ça doit être la même ou très similaire à la 9.3, là. ouais, c'est ça. Généralement, on peut juste sélectionner la 9.3 ici, OK. puis on va avoir la définition, mais il y a probablement des différences entre la 9.3 et la 10, mais généralement, ça ne devrait pas être trop compliqué. OK. Peut-être un point aussi que des fois, les usagers peuvent nous demander, nos clients, si je vais, quand on utilise l'information système comme ça, puis qu'on va, mettons, sur une facture client, ce qui arrive des fois, c'est que quand on met son curseur, on voit ici qu'on n'a pas accès à l'information. En fait, ça peut arriver dans deux cas. Soit parce que c'est un champ qui n'est pas dans les tables de SAP, donc c'est un champ qui est calculé. Ça peut être une des premières raisons. Donc, évidemment, là, l'interface ne peut pas nous indiquer quel est le nom de la table et quel est le nom du champ. L'autre raison aussi qui arrive souvent, c'est comme ici, c'est que c'est un champ qui est construit à partir de deux champs qui sont dans la table. Donc, on va avoir, dans ce cas-là, on va avoir un champ qui va correspondre à la devise, puis on va avoir un champ qui correspond au montant finalement. Donc, évidemment, dans des cas comme ça, le système ne va pas être capable de nous identifier le nom du champ. Dans ce cas-là, il faut aller dans la table directement. Donc, on a toujours un moyen de trouver la table, comme ici, si je pointe sur le nom du fournisseur, je vais pouvoir identifier le nom de la table qui est OINV. Mais c'est peut-être juste un petit truc. Des fois, je sais que nos clients nous posent la question. Là, je Oui, ne trouve c'est pas intéressant. l'information. Oui. En fait, soit c'est un champ qui est calculé au niveau de l'interface, donc c'est l'addition ou la soustraction de plusieurs champs,
soit ça peut être, comment dire, une information qui est la concaténation de deux informations dans la table. OK. Là, je pense que j'étais arrivé au point où je voulais expliquer un petit peu les nuances quand on fait une requête avec un inner join ou un left join. Puis pour ça, ce que j'ai fait, j'ai préparé 2 requêtes. Comme ça va nous permettre de visuellement de voir la différence. Donc, c'est une requête assez simple quand même, mais si je prends ici cette requête-là et cette requête-là, donc ce qu'on peut voir ici, si on regarde la requête en tant que telle, en fait, la seule différence qu'il y a entre la requête de gauche puis la requête de droite, c'est que ici, c'est un inner join. Donc, on prend la table des clients, puis on fait une jointure sur la table des commandes clients, dans ce cas-là, au RDR. Puis, on fait juste un total, en fait, des commandes par client. C'est une requête assez simple, mais ça va bien illustrer la différence entre les deux. Et ici, ben, en fait, j'ai mis un left au lieu de mettre le inner join. Donc, si maintenant on s'attarde sur le résultat de ça, ici, ce qu'on va voir, c'est que pour chaque client, on va voir un total, mais on va voir qu'ici, dans la partie de gauche, donc qui est le inner join, on a 12 lignes, puis dans la partie de droite, en fait, on a 14 lignes. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que les 2 lignes qui ont été ajoutées, en fait, c'est 2 lignes qui sont à 0. Donc, la nuance, la différence entre un inner join puis un left join, c'est tout dépend, comme dans la requête de droite, dans un sens, je veux vraiment voir tous les clients, incluant ceux pour lesquels je n'ai jamais créé de commande. Et dans la partie de gauche, dans la requête de gauche, je veux vraiment voir seulement les clients pour lesquels j'ai déjà eu au moins une commande. Donc, le left versus le inner join, ça va vraiment être dépendant du résultat qu'on veut obtenir à la fin. Donc, je pense que ça illustre bien la différence entre les deux. C'est ça. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur ce point-là. C'est bon, ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez soit lever la main ou je vous laisserai poser vos questions à Ou Fred. à la fin, Ou à la ou fin pendant. encore. On pourrait y aller comme ça, Fred. Oui, C'est bon. OK. Donc, ça, c'est un petit peu la différence entre les deux. Une des choses, je vais prendre quelques minutes aussi pour expliquer ça, c'est que pour ceux qui utilisent, pour les clients qui sont actuellement avec Microsoft SQL et ceux qui sont avec Microsoft HANA, une des bonnes pratiques, c'est sûr que tous les clients qui sont en SQL ne vont pas forcément migrer vers HANA, mais peut-être que ça pourrait arriver. Il y a des façons comme ici, il y a des façons quand même de monter nos requêtes de façon à ce qu'elles soient compatibles, surtout des requêtes simples comme celle-ci, de les écrire de la façon qu'elles vont fonctionner aussi bien en SQL qu'en HANA. Une des choses à faire, c'est toujours d'utiliser les guillemets. Donc, au début, puis à la fin de chacun des champs, comme ici, j'ai mis des guillemets. Normalement, dans SQL, par défaut, ça va plutôt mettre des crochets, mais on peut remplacer nos crochets par des guillemets. Ça va être une des façons de rendre compatible aussi bien en SQL qu'en HANA nos requêtes. L'autre façon aussi, c'est sûr qu'il y a certaines instructions qui ne seront pas forcément compatibles, mais une de celles-là, si je prends l'exemple ici pour évaluer si la valeur de ma somme est un 0, ben en fait est un nul ou pas, une des façons, c'est d'utiliser cette instruction-là qui est coalesce, parce que dans SQL, ça va être un is nul et dans ANA, ça va être un if nul.
Mais ce qui est bon à savoir, c'est que le coalesce, qui est un équivalent dans un sens, va très bien fonctionner autant dans SQL que dans ANA. Donc, c'est ça. Ça, c'est des petites différences. En fait, si je reviens dans l'agenda, c'était un petit peu le point que l'on voyait ici, donc le inner join versus left join, l'exemple avec les deux requêtes, et la section de la gestion des nuls. Alors, ici, ce que ça indique, en effet, c'est que dans SQL, ça va être un isNull. L'équivalent du isNull, c'est ifNull dans le cas de ANA, mais coalesce va très bien fonctionner. La grosse nuance aussi avec coalesce, dans un sens, c'est que est un peu plus, on pourrait dire un peu plus performante parce qu'on va pouvoir passer plusieurs champs. Quand on utilise le isNull ou quand on utilise le ifNull, c'est toujours telle valeur si la valeur de telle information est nulle, tandis qu'avec un coalesce, on pourrait mettre comme plusieurs champs, donc jusqu'à temps que le système trouve une des valeurs de ces champs-là qui ne soit pas nulle. Donc, c'est ça. Dans un sens, c'est quasiment mieux de toujours utiliser coalesce. Ensuite, si on veut trouver une valeur qui est nulle, on utiliserait donc le where cette valeur-là est isNull. Ça, cette instruction-là va très bien fonctionner autant dans ANA que dans SQL. Pas de nuance là-dessus. Puis finalement, au niveau des maths, c'est ça. Une fois un nul, ça va toujours donner un nul. Donc, c'est sûr que c'est toujours bien généralement de s'assurer quand on monte des requêtes, si on pense que cette valeur-là pourrait être nulle, c'est toujours bon de l'inclure dans les requêtes. Faire la nuance entre un nul puis un vide, finalement, c'est un peu ça. C'est deux éléments qui sont différents. C'est pour ça que c'est toujours bon, en montant les requêtes, de bien identifier cette information-là. Le point numéro 7, finalement, ça va être pour la gestion des sous-requêtes. Donc là, j'ai préparé un exemple que je pensais qui pourrait être pertinent, en fait, pour... Oh oui, non, il y avait une autre requête que je voulais montrer aussi, ici. Attends, si je mets ça comme ça. Ça, c'est pour illustrer aussi peut-être des fois des erreurs qu'on peut faire quand on crée des requêtes. J'ai simplement fait une requête qui liste en fait la table des clients avec la liste des commandes clients puis la liste du détail. Puis j'ai fait une somme sur le champ d'en-tête. Donc, au niveau de l'en-tête de la table des commandes clients, il y a un champ total. Puis il y a également le total au niveau des lignes. Et là, ce que je voulais illustrer, vous voyez, c'est le genre de situation où j'ai fait une somme sur le total du document, puis j'ai fait une somme aussi sur la ligne. Et quand je regarde ici chacun de ces champs-là, évidemment, je peux identifier qu'il y a un problème. Parce que là, je fais ici, j'ai pour cette commande-là, j'ai 10 000 d'un côté, puis j'ai 4 500. En fait, évidemment, vu que je vais chercher l'information jusqu'au niveau des lignes dans ce cas-là, l'erreur, c'était de prendre finalement le total du document parce que dans ce cas-là, lui, il va additionner le total autant de fois que j'ai des lignes dans ma commande. Puis ça, des fois, c'est le genre d'erreur qu'on ne se rend pas compte tout de suite parce que si on analyse une commande avec une seule ligne, on va dire, oh, ça a l'air correct. Mais dès l'instant où on va avoir plusieurs lignes, là, on va se rendre compte qu'au niveau des données, ce n'est pas bon. Si j'ouvre la commande, mettons cette commande-là, ben là, je vais pouvoir voir que mon vrai total, c'est vraiment 4 500 et non pas le 10 170. Ça, c'était juste un petit exemple peut-être de choses qu'on peut voir à l'occasion, des choses sur lesquelles il faut faire attention. Finalement, c'est ça, j'ai préparé une requête
d'analyse des ventes. C'est quand même quelque chose, parce que le but aussi ce matin, c'était peut-être pour mettre en contexte aussi la session de ce matin. Évidemment, on peut aller dans les outils ANA Studio ou SQL Studio Management, puis créer des vues, créer des procédures et ainsi de suite. Mais le but ce matin, je pense, c'était de montrer que même si vous n'avez pas accès à ces outils-là, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça, mais on est quand même capable, selon moi, d'en faire beaucoup juste à partir de l'interface que SAP nous propose. Puis dans ce cas-là, c'est un rapport des ventes. Puis donc là, si je mets, mettons, vu que c'est une BDT, je vais mettre quand même assez loin. Ce que ça fait, cette requête-là, c'est que par client, par nom de client, puis par adresse de livraison, ça donne un total. Puis ça, ce que je voulais illustrer ici, c'est un exemple de sous-requête qu'on peut faire. Puis d'ailleurs, qu'on n'a pas vraiment le choix parce que souvent, si on veut faire une requête sur la liste des commandes clients, ça va très bien parce qu'il y a juste une table. Mais quand on commence à vouloir faire des analyses au niveau des ventes, bien là, à ce moment-là, évidemment, on a besoin, si on va juste chercher les factures, à la fin, on va peut-être avoir un problème parce que là, on va avoir l'impression qu'on a vendu beaucoup plus que la réalité. Donc, ça, c'est un exemple de cas où on peut utiliser une sous-requête pour aller chercher autant l'information au niveau des factures que des crédits. Puis, ce que je voulais aussi intégrer, c'était la notion de paramètres pour vraiment vous donner un exemple concret de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Évidemment, il pourrait y avoir beaucoup d'autres champs dans cette requête-là là, qui nous permettraient de faire d'autres tris ou ce genre de choses. Mais ici, c'est un exemple concret de requête qui fonctionne très bien et qui va utiliser une sous-requête. Donc, la sous-requête, c'est pour aller chercher autant l'information des factures que des crédits. Puis ensuite, de faire un regroupement par client, puis par adresse de livraison avec un total des lignes. Donc ça, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire. On pourrait, si on voulait ajouter des items, on pourrait ajouter les items et ainsi de suite. Puis ça vous permettrait de créer quelque chose. Beaucoup de nos clients vont avoir des champs EDF d'ajouter. Donc évidemment, dans ces cas-là, le rapport d'analyse des ventes ne tiendra pas compte malheureusement, ne tiendra pas compte de ces champs. Donc ça peut être une belle façon pour nos clients, via une requête, de venir intégrer les champs qui sont personnalisés pour eux, puis de leur permettre de faire les requêtes eux-mêmes. Ce que je voulais justement indiquer ici, je ne sais pas si c'est trop petit ou pas. Le document que j'ai mis ici, c'est vraiment, là évidemment, ce que j'ai fait dans ma présentation, j'étais dans un environnement SQL, mais je voulais évidemment que si des clients qui étaient là ce matin, soit qui sont en ANA, soient capables également d'avoir la même information. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment d'un côté le SQL, puis de l'autre côté le ANA. Donc c'est la même requête, les deux vont fonctionner très bien. Et ce que j'ai highlighté finalement en jaune, ça c'est un exemple concret de cas où on ne peut pas réutiliser une requête telle que. Puis ça, il y a une des premières raisons, c'est vraiment au niveau des variables qui sont déclarées au niveau SQL versus les variables que l'on déclare au niveau ANA n'ont pas la même syntaxe. Donc là, il n'y a, en tout cas, pas à ma connaissance, de façon de rendre une requête compatible dans les deux cas. Donc là, on n'a comme pas le choix d'avoir deux syntaxes. Puis là, ce que j'ai fait, c'est ça, simplement surligner les parties qui étaient différentes. Donc, on voit que c'est vraiment la partie de déclaration des variables qui est différente. Puis ensuite, la façon de passer les variables. On voit qu'ici, c'est des A commercial, nom de la variable au niveau SQL, tandis que dans ANA, ça va être 2 points, le nom de la variable. Une des bonnes choses aussi dans ANA, c'est idéalement de mettre les noms en majuscules. De cette façon-là, au niveau ANA, on n'a pas besoin de mettre les guillemets au début et à la fin au niveau des champs
exemple. Donc, c'est pas mal le tour que je proposais ce matin. Merci beaucoup, Fred. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je sais que pour les requêtes, tout le monde a des questions là-dessus. Fait que pendant qu'on a Fred, gâtez-vous si vous avez des questions. Soit lever la main là où je pourrais vous débloquer ou débloquer votre micro. Faire des requêtes, c'est un long apprentissage. C'est ça qui arrive aussi, là. C'est un peu ce que je disais au début. Des fois, il faut juste aller chercher, commencer, puis y aller à mesure, puis prendre une requête qui est peut-être juste un petit peu au-dessus de ses connaissances. Puis il y a tellement d'informations qui sont disponibles aussi sur Internet. Donc, souvent, Oui. avec un peu de recherche, on va être capable de vraiment faire évoluer finalement, pratiquer, puis à chaque fois consolider nos connaissances un petit peu. Oui, merci beaucoup, Fred. Puis un petit rappel à tout le monde que sur notre page YouTube Forgestic, où j'enregistre, je mets toujours les enregistrements de nos petits webinaires, nos petites formations comme ça qu'on fait sur la page. Puis j'en ai d'autres aussi sur des requêtes qui couvrent des aspects différents de ce que Fred a montré ce matin. Mais gênez-vous pas. Si quelqu'un a des questions, vous cherchez quelque chose, je peux vous aider. Vous me connaissez tous, donc m'envoyer un courriel ou me lâcher un petit coup de fil, puis j'essaierai de vous aider avec ça. Donc, ben, merci beaucoup, Fred. Très apprécié Bienvenue. de ton temps, puis je souhaite un bon week-end à tout le monde. Bon week-end. Salut, bye. Bye.